Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Les chiffres de l'emploi. Philippe de Garnin, audience, et François Caillé, CPA Nîmes France, délégué aux affaires sociales. Alors, ces chiffres cette année? Bonjour. Alors en fait, on a pour mission de vous tenir éveillés après le repas, et avec les chiffres, ça va pas être évident, mais on va faire ce qu'on peut. Ils ont préparé un petit spectacle, un petit duo comique. Quelques mots de méthodologie sur l'étude qu'on vous présente. Elle est faite à partir des chiffres recueillis par audience dans le cadre de ces missions qui sont la retraite complémentaire, la santé et la prévoyance complémentaire et la caisse des congés de spectacle. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent. Et donc, on reçoit tous les mois des déclarations d'employeurs qui permettent d'avoir des données assez précises sur l'emploi chez ces employeurs que nous avons identifiés comme faisant partie du champ du film d'animation. Et là-dessus, je vais laisser François vous expliquer comment. Oui, bonjour à toutes et tous. J'aurais tendance à dire que les choses sont un éternel recommencement, hein, parce qu'on nous voit tous les ans avec des chiffres en tendance croissante. Alors là, ce sera un peu la même chose, hein, ça a été spoilé sur la table ronde sur les chiffres de l'animation. Mais on va vous dérouler tout ça. Juste une petite précision par rapport aux questions qui m'ont déjà été posées dans les autres années. On est bien sur des chiffres de l'emploi salarié. Alors il y aura peut-être des questions sur l'emploi non salarié après, mais là, je voulais préciser, on est sur les chiffres de l'emploi salarié dans le secteur. Je voulais juste refaire un rappel du champ de l'étude. En fait, le champ de l'étude, le périmètre de l'étude, des entreprises de l'étude, il est défini chaque année en concertation Nîmes France et CNC. Il est réexaminé chaque année. On y inclut les sociétés nouvellement créées et celles dont l'activité dont le secteur est devenu pérenne. Donc d'une année à l'autre, on a un périmètre qui bouge un tout petit peu, mais les tendances restent globalement les mêmes et le noyau dur reste le même. Voilà. Quand on a des entreprises qui ont plusieurs activités, on ne retient que l'activité de production de films d'animation. Je laisse la parole à Philippe sur le déroulé des slides. Alors le déroulé de ce qu'on vous présente, donc on va présenter un petit plan. Donc où en est la croissance aujourd'hui? Bon, les soutenus, c'est marqué dans le titre. Un petit chapitre sur les primo-entrants dans le secteur. Les métiers, plus précisément, un zoom sur les métiers. Un zoom sur la féminisation du secteur, qui est une vraie tendance. Les dynamiques régionales et départementales. Et enfin, quelques perspectives sur l'année 2023, puisque notre étude est faite avec les chiffres de l'année 2022. Donc la croissance en 2022, elle reste très soutenue. On avait vu en 2021, l'année dernière, pour ceux qui étaient là, qu'il y avait un effet de reprise de la crise de 2020. Et en fait, en 2022, on continue d'avoir une croissance très soutenue, autant sur les entreprises que sur le nombre de personnes et sur la masse salariale. Donc la masse salariale, c'est la masse salariale brute. Les effectifs sont les personnes qui ont travaillé au moins une journée dans le secteur et qui sont salariés du secteur. Et les entreprises, c'est toutes les entreprises au sens sirène, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a plusieurs établissements, elle est comptée une fois. Ah, ici. Pour les entreprises, quelques précisions. On est à une augmentation de 5% en 2022. Si vous regardez la petite courbe grise, on voit que ça n'avait pas bougé depuis quelques années. Et là, en 2022, il y a eu de nouvelles entreprises. On a, sur la masse salariale, la courbe bleue, une accélération de la croissance, puisqu'on était à 16% l'année dernière et qu'on est à 21% cette année. On était à 16% en 2021 et 24% en 2022. Et enfin, sur l'effectif, on garde une croissance soutenue à 9% en 2022. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que par rapport aux autres années, enfin en 2021, on a passé la barre, entre guillemets, fatidique des 10 000 personnes salariées dans le secteur. Avant, on les frôlait, et là, on a passé les 10 000 dans les chiffres 2022.
La croissance, elle est tirée par les CDDU parce que c'est le contrat qui a le plus nombreux dans le secteur. Donc on a plus de 8700, c'est 8735 personnes différentes qui forment les CDDU, ça représente 84% de l'ensemble des contrats. C'est-à-dire CDI, CDD, CDDU. En 2022, ils augmentent de 8% par rapport à 2021. Ça reste une croissance donc très soutenue. C'est celle des CDI qu'on voit en rouge qui est la plus forte, puisque on est à 10%, on est à 14% en 2022, et c'est même une accélération parce qu'elle était de 10% en 2021. Donc on a une consolidation de la part des CDI dans le secteur. Alors sur les CDI, je voulais rajouter un petit point. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une forte proportion de cadres dans les CDI dans l'animation. Entre 2014 et 2019, le nombre de cadres avait été multiplié par 2. Là, dans la proportion des CDI, vous avez à peu près 3/4 de cadres. Donc, on peut prendre ça comme un indice aussi de renforcement et de structuration des entreprises, en fait. D'avoir des cadres qui sont là en CDI et qui encadrent. Je fais un petit parallèle avec la table ronde qui aura lieu demain, où il y aura un point sur la RH, la DRH dans les studios, ce qui est assez nouveau. Et ça procède, en fait, un peu de la même dynamique. Le fait que certains studios se structurent, prennent des DRH, parce que on a un nombre de salariés CDDU et CDI qui augmente. Pardon. Une croissance qui est soutenue parce qu'en fait, on a augmenté le nombre d'heures beaucoup, et on a augmenté le nombre d'heures plus rapidement que le nombre de personnes. C'est pour ça qu'on a une masse salariale qui augmente plus vite que le nombre de personnes. Et donc, en fait, on est à 14% d'augmentation par rapport à 2021, décidément. Et ça représente plus de 10 millions d'heures déclarées sur un an. Du coup, le nombre d'heures moyennes par personne a augmenté, et notamment chez les CDDU, puisqu'on arrive à 920 heures de travail par personne annuelle. C'est plus 14% par rapport à 2021. Sur les CDI, décidément, c'est 1472 heures de travail en moyenne. C'est une moyenne qui reste stable depuis 2018. Il n'y a pas de grosses évolutions. Ensuite, au niveau du nombre de personnes qui travaillent beaucoup, là aussi on est en augmentation, puisqu'il y a 4000 CDDU qui font au moins 1000 heures de travail en 2022. C'est 46% d'entre elles, et elles étaient 38% en 2019. Donc il y a vraiment une évolution importante de la durée moyenne en fait, de travail par individu chez les CDDU. Alors ça tient, je sais que c'était un point que qu'on évoque régulièrement. Ça tient à quoi? Ça tient à la longueur des projets. Pour développer un projet d'animation, les durées de travail sont assez longues, donc c'est un peu normal qu'on retrouve une augmentation du nombre d'heures de travail chez les CDDU. Alors je fais aussi un petit parallèle, il y a d'autres éléments. Bon, il y a l'élément de l'activité. Il y a aussi des éléments qui sont assez prégnants. Là, on l'a vu avec des chiffres du ministère de la Culture. Il y a eu des dispositifs d'aide à l'emploi aussi qui ont été développés et qui ont été prorogés. Entre autres, je pense au dispositif FONPEPS au ministère de la Culture. Et je pense que c'est pas étranger aussi à l'allongement des périodes et d'ailleurs même au développement des CDI. On l'a vu aussi en le constatant sur des chiffres par secteur de l'utilisation du dispositif FONPEPS. Des chiffres qui nous avaient été transmis par le ministère de la Culture. Donc comme quoi c'est un dispositif qui a aussi fonctionné et qui a très bien fonctionné dans l'animation. Quelques chiffres sur les nouveaux entrants dans le secteur, ce qu'on appelle les primo-entrants. Donc on a depuis, sur les 10 dernières années, donc depuis 2013, entre 2013 et 2022, on a 15 000 personnes différentes qui sont entrées dans le secteur. C'est vraiment des personnes qui n'existaient pas avant dans ce secteur et qui sont entrées au cours de cette période. En 2022, c'est 1789 personnes. C'est un peine moins que l'année dernière, c'est 1%. Donc on peut dire qu'il y a une stabilité, alors que 2021 était une année de fort rattrapage de 2020, puisqu'on avait eu une baisse plutôt qu'on voit sur la courbe, une baisse du nombre de primo-entrants sur 2020 pendant la crise sanitaire. Au niveau des métiers, on a le plus gros métier ça vous étonnera pas, j'imagine, dans le secteur, c'est les métiers d'animation. Donc c'est 27% des salariés.
On a quelques métiers qui sont donc en forte augmentation par rapport à l'année précédente. C'est l'animation qui fait plus 15% par rapport à 2021. C'est les métiers du layout avec plus 15% également, du compositing avec plus 16%. Et on a le TD infographisme où il y a beaucoup moins quand même d'effectifs que sur l'animation. Donc il y a des effets de volume. Et donc on a plus 41% par rapport à l'année dernière. Mais c'est des petits volumes. Donc c'est ce qui explique ces variations très fortes. Attends, je reste. Je reste sur le slide, j'avais 2-3 petites réflexions sur le sujet. Vous voyez aussi, si vous regardez la courbe, en fait, on est sur une tendance qu'on retrouve, hein, c'est-à-dire que le premier volume des métiers, c'est l'animation. Le deuxième, en fait, en pourcentage, et en pourcentage d'effectifs et d'heures, c'est la production. Alors ça va aussi dans le sens de la structuration. À un moment, d'ailleurs, il y avait... l'administrateur de production en production audiovisuelle, mais d'après les éléments qui nous sont remontés, était aussi un peu un métier en tension dans le secteur. Moi, je pense que la CPNE va parler un peu de ces actions dans le cadre de la mise en place du POEC et de la formation de l'administration de production tout à l'heure. On note aussi par rapport à l'an dernier une certaine, pas stagnation, mais une stabilisation au niveau des storyboarders. L'an dernier, on avait pointé le fait que le storyboarder était un métier en tension sur les chiffres de 2021. Là, on a à peu près une stabilisation entre 2021 et 2022 sur les postes storyboard. Est-ce qu'il y a une explication sur des légers reculs? Je vois par exemple le montage ou la modé, par exemple, la modélisation. Est-ce qu'il y a... C'est tellement à la marge que c'est en fonction des projets et peut-être... c'est ça? Oui, c'est pas très significatif en effet. Du fait des volumes pas très importants. Sur le storyboard aussi, c'est pas énorme, mais c'est vrai que l'an dernier, c'était plus flagrant. Alors, je vous propose un petit zoom sur les métiers, donc les personnes en CDDU, qu'on appelle les intermittents du spectacle. On avait 8735 qui ont été déclarés comme tels en 2022. Ça représente 84% des contrats, je le répète. Ce qui est intéressant, c'est que les 3/4 ont travaillé chez un seul employeur en 2022. Alors c'est une proportion qui bouge pas beaucoup, puisqu'on est en moyenne autour de 1,3 employeurs par CDDU, et c'est stable depuis 2012 en fait. Ça n'évolue pas. Ce sont des jeunes, hein, parce qu'on voit sur la pyramide des âges, puisque le fait qu'elle soit aplatie en bas, surtout chez les femmes, montre la jeunesse de ces personnes. Donc 63% ont moins de 35 ans en 2022. Et comme il y a une arrivée massive de personnes dans la profession, on baisse l'âge puisque elles étaient 59% en 2013 à avoir moins de 35 ans. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du nombre de femmes, de techniciennes en CDDU, puisque leur nombre a plus que doublé en 10 ans. À 167% d'augmentation, alors que le nombre de techniciens n'a augmenté que de 60%. Oui, alors là, on ne le voit pas sur la pyramide des âges, mais je reviens par rapport à ma réflexion sur les CDI. Pour les CDI, l'âge moyen est un peu plus élevé. Et on est sur une proportion de 53% des CDI qui ont moins de 40 ans, mais ce qui veut dire que les autres ont plus de 40 ans, et on s'aperçoit dans les courbes, vous verrez dans l'étude, que l'âge moyen du CDI est un peu monté. Ce qui est un peu logique d'ailleurs. Les éléments que vous ne voyez pas sur la présentation, vous y avez accès dans l'étude, on vous dira comment y accéder. Alors il y a un effet de féminisation dans le secteur qui est très fort, puisque moi je travaille pour plusieurs secteurs en audience, tous les chiffres, et vraiment dans la féminisation, c'est un effet qui est très fort. Donc aujourd'hui on a plus de 4300 femmes qui travaillent dans le secteur. Chez les primo-entrants, on a une forte augmentation, parce qu'on a gagné 19 points en un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'elles sont passées 30% des primo-entrants à pratiquement la moitié en 2022. Voilà. Et donc on a une progression constante du nombre de femmes dans le secteur, puisqu'elles étaient 34% donc en 2016, et elles sont 43% aujourd'hui. On tend vers la répartition parfaite. Oui. Voilà. C'est une tendance croissante, on va dire. Les flèches montent. Et lourde. Puisqu'elle est constante. C'est une croissance constante. Sur la féminisation, toujours,
Donc le nombre de salariés, eux, en CDDU, a plus que doublé. Donc ça a été un nombre multiplié par 2,7 pour arriver à 3644 personnes aujourd'hui. Sur les métiers exercés, la filière animation, donc c'est la plus grosse filière dans le métier, compte 41% de femmes. C'était 34% en 2019. Donc alors là, en 4 ans, en 3 ans, on a gagné pas loin de 10 points sur une période très courte. Et ça, je ne le vois pas dans d'autres secteurs. Donc c'est des métiers qui se il y a quelques métiers qui se féminisent particulièrement. C'est le rendu éclairage. Hein, elles ont gagné 10 points en 3 ans, de 31 à 41% en 2019. Et la réalisation, qui est passée de 36% à 43% sur la même période. Ensuite, j'ai repris ici les métiers où il y avait du volume. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où il y a des croissances également très impressionnantes, mais sur très peu de volume. Donc, elles ne sont pas ici reprises. Et puis, on remarque qu'il y a des fonctions qui sont particulièrement féminisées, avec une large majorité de femmes. Hein, c'est de la distribution, la gestion de production et les fonctions support. Oui, ça aussi, c'est pas une tendance nouvelle, en fait. Et enfin, l'accès au poste à responsabilité devient plus égalitaire également, puisque quand on regarde, en 2004, elle représentait 31% des cadres, des fonctions cadres. On est à 41% aujourd'hui. Le petit bémol que je vais apporter, c'est que depuis 2020, ça n'a pas évolué. Ce taux est resté stable. Alors maintenant, je vais passer à ce que beaucoup de gens attendent, je le sais, c'est la répartition géographique de l'activité du film d'animation. Donc là, à un niveau régional, une constante pour tout le monde, c'est qu'il y a une forte évolution sur l'ensemble des régions. C'est-à-dire que chaque région s'est développée dans le secteur de l'animation. Il n'y a pas une région qui échappe à la règle. Et plus rapidement, moins rapidement en Ile-de-France que dans le reste de toutes les régions ensemble. Donc, pour illustrer ça, l'augmentation de la masse salariale entre 2013 et 2022, en Ile-de-France, elle est de 135%, elle est 228% sur l'ensemble des autres régions. La région qui arrive en deuxième après l'Île-de-France en termes d'activité, c'est la Charente. Je spoil la suite. C'est la région Nouvelle-Aquitaine, où je pense qu'il y a des pôles aussi sur Bordeaux. Donc il y a un fort dynamisme, c'est 256% d'augmentation de la masse salariale depuis 2013. L'Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive après, mais quand même qui est avec moins d'activité, a augmenté 271% sur la période, et l'Occitanie qui a encore un peu moins d'activité, mais qui a une encore plus forte évolution avec 393% sur la période. C'est pratiquement... Ouais, voilà. Au niveau départemental, voilà, donc on retrouve la Charente. Donc on constate, on observe, on mesure le fort dynamisme de la Charente, dont le nombre de personnes donc, a plus que doublé entre 2013 et 2022 et a plus que triplé en masse salariale sur la même période. Donc ça veut dire que c'est une quantité de travail qui a largement augmenté. On note aussi la Drôme, dans la région donc Rhône-Alpes, Auvergne, qui s'est... Moi, j'aime bien mon petit personnage, merci. Le tien... Et la région du Nord qui augmente aussi quand même assez sensiblement sur la période. Non, sur le département, je sais que j'en avais parlé comme d'une tendance, je crois, l'an dernier, c'est qu'on a toujours Paris qui regroupe le plus de studios et le plus de salariés, mais il y a une légère baisse en proportion globale des effectifs à Paris. C'est-à-dire qu'on est passé de 59% de la totalité des effectifs à 54% sur Paris, quoi. Même si ça reste le plus gros employeur en volume, en nombre de studios et en volume de salariés. Ce qui s'explique un peu avec le dynamisme des autres régions, donc ça a dû essaimer dans les autres régions.
comme pôle d'emploi. Et enfin, ce qui se passe en 2023. Donc ça, c'est une présentation que je vous fais à partir d'un outil d'audience qui est en libre accès, que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous brancher en allant chercher Data Lab Audience sur Google. Vous trouverez l'outil qui présente, outre le film d'animation, toutes les activités du secteur de la culture par emploi. Hein, et on voit donc l'évolution depuis 2019 par mois de l'emploi. Donc en 2023, on voit qu'on a une première partie de l'année en premier semestre qui restait en croissance par rapport à 2022. Et puis, on a une inflexion depuis un ralentissement de la croissance petit à petit, c'est-à-dire que la courbe jaune, que ce soit en effectif ou en salaire, se rapproche de la courbe rose qui est 2022, et même au deuxième semestre, elle passe en dessous. Donc il est possible, donc du coup, ça veut dire que sur l'année 2023, l'année prochaine, on n'aura certainement pas des taux d'évolution aussi impressionnants, aussi forts que cette année. Si on a une croissance, elle sera sans doute très, très faible, voire une stabilisation des chiffres des données 2023 par rapport à 2022. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur ce qui risque de se passer en 2023. Oui, donc pour ceux qui ont assisté à la table ronde de tout à l'heure, enfin avant la pause du déjeuner, la table ronde Anime France CNC, là, dans les projections du Data Lab, ça accompagne, enfin on voit que ça illustre les tendances qui ont été évoquées, c'est-à-dire que en fait, il y a eu un très grand pic d'activité. Là, on est arrivé en 2022 à un pic d'activité, on le voit sur les chiffres de l'emploi. Mais là, sur les projections en 2023, avec la baisse des commandes, entre autres, qui ont l'éclatement de la bulle des plateformes, on risque d'avoir peut-être une inflexion sur 2023. Enfin, on verra ça avec les chiffres 2024, quand on présentera les chiffres 2023 l'an prochain, si tout se passe bien. Voilà. Voilà, donc on vous a présenté un résumé, une synthèse de l'étude. Vous avez beaucoup plus d'informations, notamment sur l'évolution des CDI, qu'on évoque peut-être un peu légèrement ici, notamment sur des évolutions en ETP, c'est-à-dire en équivalent temps plein, que vous trouverez dans l'étude, avec des tableaux très complets sur toutes ces données. Donc, ce que vous pouvez y accéder de plusieurs façons. Vous pouvez, à partir du QR code, vous allez tomber directement sur l'étude. Sinon, vous pouvez aller sur le site d'audience ou taper dans Google « études audience ». Vous tomberez sur une page où il y a toutes nos études qu'on publie. Et donc, la première de la liste doit être celle-ci, puisque c'est la plus récente. Et elle sera aussi sur le site d'Anime France. Je ne sais pas si elle y est déjà. À audience, elle doit y être, puisqu'elle doit y être depuis 14 heures. C'est fou, cette coordination. Quelle coordination. Merci. Merci de votre attention, puis on attend des questions. Ben voilà. Ouais. Donc, des questions dans la salle. En tout cas, aux applaudissements, je remarque que les gens ne sont pas finalement endormis, tu vois. Ils sont mignons tous les deux, non ? Question à gauche, à votre gauche, tout en haut à votre gauche, messieurs. Ouais, excusez-moi, j'ai beaucoup de questions ces 2 jours. Est-ce que vous avez des informations sur le fonds PEPS et s'il sera reconduit les années suivantes ? Non, enfin, on l'a pas sur les années suivantes, mais là, il est reconduit quand même pour un certain temps. Je peux vous redonner la date exacte, mais c'est au moins pour 1 an. Mais je peux vous dire ça tout de suite. D'accord. L'année prochaine, oui, alors c'est peut-être par manque de recherche, mais l'année prochaine, du coup, il y aura encore le fonds PEPS. A priori, oui. Je vérifie ça pendant la 2e question. 2024. D'accord, merci. Autre question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur Vous la voulez bien répartition. juste vous représenter ? Pardon, non, mais il n'y a pas de problème. Mais... Lucille Boileau. J'étais là tout à l'heure. Oui, mais je ne vais pas cafeter, mais par exemple, Philippe, non. C'est vrai. Non, pardon. Donc, Lucille Boileau, je suis responsable formation. Et j'avais une question sur la répartition des métiers. Je vois que, donc, animateur au top du top depuis longtemps, mais je me demandais si le métier de dessinateur d'animation était comptabilisé comme étant animateur, sachant que les dessinateurs d'animation ne sont pas animateurs. Ils sont plutôt des concepteurs, des designers. Et parce que je n'ai pas eu l'impression que dans votre répartition, il y avait vraiment
de concept artistes. Et je sais que dans la convention collective, on les appelle dessinateurs d'animation. Alors lâchement, je vais me tourner vers la CPNFAV qui en fait, parce qu'on a repris une nomenclature de la CPNFAV audiovisuelle, la CPNF audiovisuelle, pardon. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut descendre un micro à Ségolène, s'il vous plaît? Pardon, Ségolène. Oui, alors pour répondre à ta question, je pense qu'en effet, les dessinateurs d'animation sont dans cette grande masse, et là on est plutôt sur les filières, sur les départements. Donc cette projection est tout à fait perfectible, et s'il y a des propositions pour Non, Christophe, tu veux intervenir? Mais... Oui, de la CPNF aussi, Christophe Poli, enfin pas que la CPNF. Mais là c'est vrai qu'au niveau de la CPNF, la manière dont on a construit les choses, quel que soit le secteur d'activité, c'est par filière en fait. On n'a pas construit les choses par métier. D'accord. Mais donc en fait, ça éclaircit à tout le monde qu'il y a, il y a les concepts artistes qui sont classifiés dans animateurs. Oui, voilà. On devrait parler plutôt de filière que de métier en fait dans notre présentation. Merci pour les réponses. Voilà. Quelqu'un d'autre? Attends, Véronique, je donne la précision à la personne qui m'a posé la question. Tout à fait, bien sûr. Tout à l'heure sur le fonds PEPS. J'ai péché par excès de prudence, parce qu'il me semblait bien que c'était plus long que le 31 décembre 2023, et c'est au 31 décembre 2025. Donc pour le moment, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025, avec un dispositif qui est un peu plus rigoureux au niveau des plafonnements des aides pour les CDDU, mais ça fait 1 an que ça existe, à peu près. La prorogation, hein, j'entends. Voilà. Ouais. Bonjour, Sarah Cléré, responsable studio Angoulême pour Bobby Pills. Est-ce que vous avez pu identifier les causes de l'augmentation de la féminisation du secteur? Si oui, est-ce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place pour favoriser ça? Quelles sont les causes de la féminisation? Alors, c'est un peu au doigt mouillé, on n'a pas fait d'études scientifiques sur la féminisation du secteur. On s'aperçoit que depuis 3-4 ans, il y a une forte féminisation du secteur qui va en croissant. Je pense que c'est aussi... c'est un peu bêta ce que je vais dire, mais je pense jamais bêta ce que tu dis. Non, mais je pense que ça vient aussi d'aspects sociologiques, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont formées, qui sortent des écoles. Là, il y a des personnes du RECA, ils pourraient le dire sur les étudiants, et c'est des métiers qui s'ouvrent plus à la féminisation, mais il y a quand même une forte tendance à la féminisation dans beaucoup de métiers du spectacle. C'est un mouvement qui n'est pas uniquement dans l'animation, mais là, c'est vrai qu'on le constate. C'est un des domaines où il y a une forte féminisation. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une augmentation aussi des étudiantes qui viennent dans les écoles et de peut-être moins de barrières mentales sur le fait d'accéder à certains postes voilà quoi. Et sur les métiers techniques, entre autres. Philippe a raison. Une autre question? Pour les écoles, on avait fait une intervention au niveau du RECA sur la féminisation des formations. Niveau technique, c'est pas compliqué. Au département ATI, avant, on avait 2 femmes qui étaient généralement égarées ici, on ne sait pas trop pourquoi, et on est arrivé à 50% de femmes. En une ou deux générations, on est passé ça s'est féminisé très fortement au sein des formations, mais très très fortement d'un coup. Et puis d'un coup, c'est normal que 5 ans plus tard, on les retrouve sur le marché du travail. Donc je pense que ça vient plutôt des femmes qui n'ont plus peur de faire ce genre de métier, parce qu'avant, il y avait la vision très masculine du domaine. Alors, il y a une question en haut à gauche, s'il vous plaît. Non, c'est bon? Tu n'avais personne là-bas? C'est par là, alors plutôt, pardon. En haut à droite. Et après, bonjour, au dernier rang. Ouais. Émilie de chez Caribara. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien retenu les chiffres, mais il me semble avoir vu qu'il y avait 6000 étudiants qui sortaient d'école tous les ans, contre 1600 primo-entrants. Non? Non, il y a combien? Un micro pour Franck. Il y en a 6000 en formation, d'accord. Donc ça veut dire... Non, mais ma question, c'était, est-ce qu'on a les chiffres justement qui comparent le nombre de primo-entrants et le nombre d'étudiants qui sortent d'école, pour savoir ce que deviennent potentiellement ceux qui ne trouveraient pas leur place Alors ça, j'aurais tendance à dire que c'est les écoles qui font des statistiques, qui normalement font des statistiques là-dessus,
pour savoir les débouchés des étudiants. Enfin, toute école fait ça. Je sais. Mais alors, nous, on n'a pas fait de comparaison sur ces chiffres-là, quoi. Enfin, on n'a pas fait d'investigation sur ces chiffres. On peut préciser quand même que notre périmètre s'appuie sur les entreprises qui font très principalement du film d'animation. Donc il y a d'autres entreprises qui font et de l'animation et du VFX et de l'animation du jeu vidéo, de l'animation de la prod audio ou de la prod ciné en image réelle. Donc il y a aussi des métiers d'animation qui sont là. Et puis pour avoir discuté avec ce midi avec des représentants d'écoles, en fait il y a une quantité de métiers normalement auxquels sont accessibles ces formations. Voilà. Et pas que dans le film d'animation à proprement parler. Dans l'industrie, notamment, il peut y avoir des besoins de personnes qui sont qualifiées sur ces outils-là. Franck, si Oui, tu veux intervenir, oui. Ouais. Et ça sera la dernière question après. D'accord. Je vais faire juste une précision par rapport au champ. Quand on parle du champ des entreprises, j'ai précisé ce qu'était le champ des entreprises. Donc on est, entre guillemets, avec des pure players animation. En tout cas, c'est des entreprises qui font de la production de films d'animation. Mais quand Audience, par exemple, sort l'ensemble des entreprises qui appliquent au moins une fois la convention collective de la production du film d'animation, il y a un nombre beaucoup plus grand. Et en fait, ça regroupe ce que disait Philippe sur les débouchés. C'est-à-dire que dans les écoles d'animation, et c'est pour ça que je parlais aussi des statistiques des écoles pour savoir où vont les étudiants, enfin, comme beaucoup d'écoles dans le secteur culturel, vous avez des personnes qui ont la base, c'est une formation dans une école d'art ou dans des écoles liées au secteur culturel, mais qui, en fin de compte, n'y vont pas, ou vont ailleurs. Ou par exemple, dans l'animation, il y a des écoles où il y a des personnes qui partent dans le jeu vidéo. Ça, on le voit pas, quoi. Donc voilà, il faut recouper. Nous, on est sur des entreprises de production. Après, il y a un nombre d'étudiants, et il y a des étudiants qui vont pas travailler, même si c'est leur vocation, dans des sociétés de production de films d'animation, parce que aussi il y a des écoles qui sont un peu généralistes sur leur formation et qui forment aussi pour le jeu vidéo ou autre, ou VFX. Et la problématique du freelance également, puisque ici on ne compte que les salariés et pas les gens qui seront des micro-entrepreneurs en freelance aussi, ouais, dans le secteur. Effectivement, vous avez déjà répondu un peu à la question, mais sur la féminisation, vous le disiez tout à l'heure, on a fait une étude à l'école Georges Méliès depuis 10 ans en fait. On est à 72% de filles à l'école Méliès, et quand on pose la question, mais pourquoi vous êtes venus chez nous plutôt qu'ailleurs, en fait, c'est que aux filles, déjà il y a une formation pluridisciplinaire sur toute la chaîne de fabrication, donc c'est la première chose qui revient en premier. Et ils voulaient pas s'hyper spécialiser tout de suite en rentrant dans une école. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de dessins tout au long de la scolarité, et pas forcément sur une seule année en début, en tronc commun. Et puis sur la question en fait des profils, oui, on prône le fait à Méliès de les former sur toute la chaîne de fabrication, mais pas que pour aller dans le cinéma d'animation. Ils vont dans les effets spéciaux, dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée, dans l'architecture. Voilà, un imagier, un artisan de l'image, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision globale. Ça doit pas être quelqu'un qui doit travailler par silo. Et sa spécialisation vient de facto quand il rentre dans l'entreprise et sur son projet de fin d'études, si c'est sur une dernière année, quoi. Voilà. Alors, une dernière question, Simon Vanès, Artefix. Ah, merci. Oui, juste. D'accord. Donc, une petite question, Pardon. c'est pour. Hop là. Si vous pouvez, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais il y a Lucille Boileau justement qui nous a parlé tout à l'heure du taux de durée dans le métier. Et je pense qu'on serait tous contents aussi d'avoir un indicateur, si c'est possible dans les datas que vous avez, de tracer un petit peu, de savoir combien de temps les gens restent dans l'industrie et au bout de combien de temps ils en sortent, et d'essayer de catégoriser des gens qui restent pour 5 ans, des gens qui restent pour 10 ans, des gens qui font une longue carrière, et qu'on ait ce genre de chiffres. Ça, j'aimerais, voilà. Et deuxième petite chose, sur la catégorisation, tout à l'heure, vous parlez de filière. Je veux dire juste à tous mes collègues d'école, ne regardez pas ces chiffres comme ceux-là sont plus à questionner. Moi, j'ai été de l'autre côté du formulaire, et je sais que quand on remplit cette catégorisation du côté employeur, quand on ne sait pas, on met animation. Donc, les chiffres de la filière animation sont ceux aussi de ceux qui font du close, du R, du fixe anime, enfin, etc., etc. Donc, en fait, cette page, enfin, ce diagramme-là, par contre, pour les écoles, peut nous induire en erreur sur les volumes d'activités représentatives dans l'industrie. Donc celui-là, par contre, est moins sensé pour nous, et je pense qu'il faudrait le préciser à chaque fois, savoir que ces données sont un peu biaisées par la façon dont elles sont remplies. Déclaratives en tous les cas. Voilà, c'est des données déclaratives qui. Merci. Incitons les studios à remplir correctement les formulaires.
Alors, une toute dernière question rapide. Devant. Non? Si, attends, il y a Titouan qui arrive. Sur ta droite. Et ça sera la dernière, donc avec une... Ah, pardon. C'était oui. pour moi, je prends le micro. D'accord. Non, mais c'était juste pour rebondir là-dessus. En fait, c'est qu'en fait, on peut pas catégoriser correctement les filières. Elles sont, en fait, il manque encore des métiers. C'est les filières qui sont liées à la convention collective, j'imagine. Les filières, là, qui a défini ces filières-là et quels métiers rentrent dans ces filières? Toujours la question de la CPN. Ouais, voilà, c'est la CPN. On va pas refaire le formulaire maintenant. Hein, non, c'est juste un travail qui avait été fait donc il y a peut-être 2-3 ans et je l'avais fait avec Supamonks à cette époque-là parce que moi j'ai pas la connaissance métier. Après on avait travaillé entre l'existant, le réel, déterminer des filières et évidemment les conventions collectives. Étant donné que les employeurs rentrent, c'est un champ libre, les employeurs mettent les termes, c'est du déclaratif, hein, comme l'a dit Philippe. Voilà, donc après on a essayé de pouvoir créer une grille pour donner un peu une vision des tendances, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut être évidemment perfectible et il faut la voir avec un petit peu de vigilance. C'est pas des chiffres exacts. Merci. Alors, donc dernière question. Non, Titouan, si tu veux bien, là. Et puis ça sera vraiment la dernière. Pardon, Patrick. Enfin non, c'est moi qui enchaîne en même temps, mais... Ouais. Merci. Cédric Chapelot pour le syndicat CNT, syndicat de travailleuses et de travailleurs. Je voulais juste savoir si par exemple Micros Animation, qui n'est pas sous la convention collective du film d'animation, la production de films d'animation, était comptabilisé parce que c'est quand même un gros employeur. Alors, Micros, c'est... Alors oui, vous verrez la liste des employeurs qui sont retenus dans l'étude. Il y a vraiment le détail de chacun. Et Micros est retenu dans l'étude pour sa partie animation uniquement. Puisque Micros ne fait pas que de l'animation. D'accord. Et donc, on retient les métiers de l'animation dans cette étude. Donc, c'est pas juste la convention collective qui définit l'étude. Non, okay. Non. Merci. C'est l'activité, en fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, pour vos questions. Et rendez-vous l'année prochaine pour les chiffres 2023.